Connaissez-vous ces monstres cosmiques, avides de matière, ne laissant aucun répit pour ceux s'approchant trop près et qui font passer des nuits blanches à de nombreux scientifiques? Non? Alors bienvenue dans la Minute Scientifique consacrée aux trous noirs. Les trous noirs inspirent écrivains, scientifiques, scénaristes, graphistes, mais que se cache derrière ces amas de matière tellement imposants que même la lumière ne peut en échapper? La découverte du premier trou noir s'est faite en 1971, mais l'idée d'un corps extrêmement massif a émergé dès le XVIIIe siècle. L'avancée de la science et l'arrivée de la relativité générale a remis sur le tapis cette idée lorsque Karl Schwarzschild résolut l'équation d'Einstein en proposant une solution particulière considérée comme non physique par ces deux grands hommes. Il s'avère que la solution proposée correspondait à ce qu'on connaît aujourd'hui comme étant un trou noir. De fil en aiguille, la théorie s'est affinée avec la contribution de nombreux noms. En 1971, l'observation de Cygnus X1 permit de passer de la solution mathématique à la réalité physique. Le trou noir existe. Mais ça n'arrête ni ne facilite l'étude des trous noirs. Que se passe-t-il en leur centre? Sont-ils l'avenir de notre univers? Permettent-ils le voyage dans le temps? Plus nous les connaissons, plus ils laissent de mystère. Après ce petit background historique, attaquons-nous au cœur du problème. Qu'est-ce qu'un trou noir? Lorsqu'une étoile arrive en fin de vie, sa masse détermine son avenir. Si elle est moins lourde qu'1,4 soleil, elle finira sa vie en étant une naine blanche. Si sa masse est comprise entre 1,4 et 8 masses solaires, elle deviendra une étoile à neutrons. Enfin, lorsqu'une étoile de plus de 8 masses solaires s'effondre, il y a une compétition encore plus forte entre la gravité, la pression électronique et la pression de dégénérescence. La gravité va cependant l'emporter pour transformer l'étoile en trou noir. Le rayon de Schwarzschild correspond au rayon limite pour lequel si une masse est compressée au-delà de ce rayon, alors un trou noir va forcément être créé. Pour illustrer ça, prenons la Terre. Pour quitter son attraction, il est nécessaire d'aller au-delà d'une certaine vitesse que l'on appelle vitesse de libération. Si on est en dessous de cette vitesse, on retombera sur Terre. Physiquement, ça correspond à avoir plus d'énergie cinétique que d'énergie potentielle de pesanteur. On a alors cette petite formule. Pour la Terre, c'est de l'ordre de 11,2 km par seconde. On remarque que pour une masse m fixe, si r diminue, la vitesse de libération augmente. Dans le même temps, on ne peut aller plus vite que la lumière, alors imaginons un astre tellement compressé que le calcul de cette vitesse donne un résultat plus grand que la vitesse de la lumière. Eh bien, le fameux rayon limite, c'est le rayon de Schwarzschild. Au-dessus, la vitesse de libération est accessible. Au-dessous, non, on ne peut plus quitter l'astre, la matière, comme la lumière. C'est le fameux horizon des événements. Tout ce qui rentre ne ressort pas et nous est invisible pour nous, simples observateurs extérieurs. Le trou noir nous paraît être aussi grand qu'une boule de rayon de Schwarzschild. Mais ne vous inquiétez pas, ce n'est pas en mélangeant des œufs et de la farine que vous y arriverez. Par exemple, le rayon de Schwarzschild du Soleil est de 3 km. Cela signifie que si on compresse le Soleil dans moins de 3 km de rayon, un trou noir se formera. Ainsi, la condition pour avoir une telle compression est une masse énorme. Les étoiles trop légères ne deviendront pas des trous noirs. Maintenant que l'on sait comment se forme un trou noir, on peut s'attacher à leurs propriétés. Tout comme un humain a une couleur de peau, une taille, une masse, les trous noirs se distinguent entre eux. Cela peut paraître étonnant, mais seuls 3 paramètres déterminent totalement un trou noir. Sa masse, son moment cinétique et sa charge. Maintenant qu'on devient des champions du trou noir, connaître sa masse ou son rayon, c'est pareil. Intéressons-nous alors à leur taille. Les trous noirs les plus simples sont les trous noirs stellaires. Issus de l'effondrement d'une étoile, ils vont parfois de pair avec d'autres astres, étoiles ou planètes, et c'est ce qui permet leur détection. Un nom tout trouvé pour des trous noirs pouvant peser entre 1 million et 1 milliard de masses solaires. Bref, de quoi perdre la tête dans un espace déjà bien assez grand. Ces trous noirs sont le centre de la plupart des galaxies. Le trou noir de notre galaxie fait à peine 3,7 millions de masses solaires pour un diamètre d'environ 20 millions de kilomètres. Entre les deux, on trouve les trous noirs intermédiaires, faisant quelques milliers de masses solaires. Étonnamment, on n'a pas encore la certitude de leur existence. On imagine qu'il existe un intermédiaire entre les stellaires et les supermassifs, mais aucune observation n'a permis de déceler de manière formelle un trou noir de ce type. Ceux-ci sont un peu particuliers. Au lieu d'être issus de l'effondrement d'une étoile, leurs origines seraient à l'époque où l'univers, très chaud et dense à son début, pouvait avoir des régions où la densité permettait facilement la création d'un trou noir. Leur existence est néanmoins hypothétique. Enfin, le fantasme des conspirationnistes lors de l'ouverture du LHC, la création de micro-trous noirs. Ici encore, la théorie prévoit une existence hypothétique, non observée, et sûrement actuellement en dehors de nos portées, mais la recherche a un œil attentif. Nous avons ainsi donc vu qu'on peut classer les trous noirs par leur taille. Intéressons-nous maintenant au moment cinétique et à la charge. Le moment cinétique, c'est grosso modo la rotation, et la charge, c'est la différence entre les charges positives et négatives. Nous avons ainsi 4 possibilités à distinguer selon si le trou noir tourne sur lui-même ou non, et s'il est neutre ou chargé. Cependant, dans la nature, il est rare qu'un objet reste chargé de manière significative et longtemps.
En effet, les charges opposées sont attirées. Les trous noirs non neutres, c'est-à-dire Q différent de 0, sont alors très rares. Concernant le moment cinétique, le trou noir hérite des propriétés de sa créatrice, l'étoile. Il va donc tourner comme une étoile tourne. Néanmoins, pour une vitesse angulaire faible, on peut faire l'approximation d'un moment cinétique nul. En conclusion, l'univers est peuplé presque totalement de trous noirs de Kerr. Les autres ne sont qu'une partie très faible, voire improbable, ou une approximation. Ils ont néanmoins leurs intérêts, et leurs créateurs n'en sont pas moins de très bons scientifiques. De plus, en réalité, l'horizon des événements d'un trou noir de Kerr n'est pas exactement le rayon de Schwarzschild. Il faut prendre en considération l'effet de la rotation, mais c'est inutile de s'y attarder ici, vu la complexité. Nous avons ainsi vu comment un trou noir se forme et comment on le caractérise, mais maintenant, comment on le détecte? On ne peut les observer directement, vu que rien ne s'y échappe, mais on peut observer leurs effets sur leur environnement, tel le vent qui fait bouger les feuilles. La façon la plus simple de détecter un trou noir est tout simplement de lever les yeux au ciel et espérer regarder au bon moment. Si tel est le cas, il est possible d'observer des anneaux d'Einstein. Ceci est la résultante d'un alignement plus ou moins parfait entre une galaxie, le trou noir et la Terre. Les rayons lumineux vont être déviés, comme une lentille, par la gravité extrêmement forte pour avoir cette forme d'anneau. Attention néanmoins, une lentille optique et gravitationnelle ne déforme pas du tout de la même façon un rayon lumineux. Comme dit précédemment, le trou noir attire un peu tout ce qui traîne, dont des charges électriques. Et des charges qui bougent, ça fait un champ magnétique. Il peut arriver alors que des particules gravitant autour du trou noir se fassent éjecter par le champ magnétique qui se retrouve à parcourir l'espace à 92% de la vitesse de la lumière, sous forme d'ondes radio, jusqu'à un potentiel observateur, nous. En plus de ça, la matière qui s'agglomère autour du trou noir tourne et accélère. Elle va frotter avec ses voisines et chauffer. Or, un corps qui chauffe, c'est un corps qui rayonne, vu comme dans la vidéo précédente, et à cette température, le pic de l'émission va se faire dans les rayons X et gamma très énergétiques. Maintenant que l'on sait quoi chercher, encore faut-il le trouver. Tout comme des particules chargées forment des ondes électromagnétiques, des particules massiques pourraient créer des ondes gravitationnelles. C'est une prédiction faite par un moustachu célèbre dans la théorie de la relativité générale. Comme toute prédiction, c'est super sur le papier, mais les observer c'est tout autre chose. Les effets de ces ondes et la modification de la courbure de l'espace-temps. Derrière ce gros mot se cache un concept extrêmement difficile pour nous simples humains à appréhender. Voir l'espace se déformer, ce n'est pas très naturel et heureusement. L'effet de ces ondes sur notre Terre se manifesterait par des déformations 1000 fois plus petites qu'un atome. L'idée est ainsi de détecter des ondes de ce type en provenance d'un couple trou noir étoile à neutrons, mettant en jeu de très fortes masses en rotation. Bon, par contre, ce n'est pas pour maintenant. La théorie nous dit qu'à l'intérieur du trou noir, toute la matière est condensée en un point de densité infini qui est appelé singularité. Au-delà de l'horizon des événements, rien ne sort. On ne sait rien de ce qu'il y a dedans. C'est donc un des grands mystères entourant le trou noir. Si la réalité mathématique colle à la réalité physique, comment la singularité s'exprime? Pour trouver la réponse, il faudrait pouvoir trouver des équations reliant la très forte gravité et la mécanique quantique, qui se trouve être une branche de recherche appelée gravitation quantique. Si vous souhaitez vous y mettre, bon courage. Pour vous la faire courte, plus la gravité est forte, plus le temps est ralenti par rapport à un observateur où la gravité est plus faible, donc plus loin dans le cas de notre trou noir. C'est encore une conséquence du travail du moustachu de tout à l'heure. En plus, une formule nous permet de relier les temps relatifs et de faire les scénarios les plus fous. Y penser, on a déjà parlé dans sa vidéo sur le voyage dans le temps. D'un certain point de vue, ralentir le temps uniquement pour nous, c'est un peu voyager dans le futur. Pour illustrer cette fabuleuse formule, prenons l'exemple d'Interstellar. À un moment, Cooper est sur une planète où 1 heure correspond à 7 ans pour un observateur lointain. On peut alors affirmer haut et fort qu'ils sont très proches du trou noir. Heureusement, ce n'est que du cinéma. Avec les connaissances actuelles, on ne peut rester que très évasif sur le fonctionnement dans l'intérieur d'un trou noir. Néanmoins, en dehors de l'environnement immédiat de celui-ci, il interagit comme tout autre astre et on peut s'affranchir de notre méconnaissance de ce qu'il se passe derrière l'horizon des événements. Le trou noir restera sans doute encore un certain temps une muse pour notre espèce, nous offrant alors la liberté d'imaginer une conquête spatiale, un voyage dans le temps ou une catastrophe galactique. Dans un ciel rempli d'étoiles, le trou noir est sans doute l'astre qui fait le plus briller notre imagination.